Bonjour à tous, donc je suis Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien, psychothérapeute et donc conférencier. J'ai un cabinet à Draguignan, je consulte aussi à Drac dans la Vallée du Palion et je travaille en maison de retraite. Voilà, Yann d'Entrevue T32 qui me rejoint. Bon. Donc j'étais là sur les 2 années précédentes, là c'est donc la 3e année que je fais une conférence au replay et je remercie les organisateurs de m'avoir une nouvelle fois invité. Les années précédentes on a parlé de la violence dans les jeux vidéo, de pourquoi les jeux vidéo sont le bouc émissaire de notre société dès qu'il y a un fait divers. On a parlé de quoi? De misogynie et féminité, on a parlé de dépendance. Donc ces conférences, pour ceux qui ne les ont pas vues, sont disponibles plus ou moins sur ma page Facebook Pro, Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien, et sur mon site internet www.jeanpaulsantoro.fr. Alors aujourd'hui, on va parler de cosplay, de rétro gaming et de collectionneurs. Alors à la base, entre le moment où j'annonce la thématique de ma conférence et maintenant, il y a toujours beaucoup de chemins qui ont été parcourus. C'est pour ça que au début, je voyais les trois domaines qui allaient plutôt ensemble sur plusieurs axes, qui étaient finalement plutôt des préjugés pour moi, puisque j'ai dû après réfléchir sur les sujets et voir que finalement, peut-être pas tant que ça, et que ça aurait peut-être nécessité des conférences séparées, mais du coup on va les faire ensemble. Pour moi, le point commun, c'était l'effet nostalgie, donc Madeleine de Proust, dont on va parler largement tout à l'heure, parce que c'est justement quelque chose qui pour moi est en jeu dans ces phénomènes. Le lien avec la pop culture, donc tout ce qui est jeux vidéo, manga, et un a priori justement sociétal plutôt négatif sur ces pratiques. Donc on va un peu parler de tout ça. On va commencer par le cosplay, on va essayer de faire 30 minutes, essayer de tenir le timing. Alors à la base, moi le cosplay, j'ai découvert ça il y a une quinzaine d'années, je crois, je n'étais pas du tout petit, en allant dans un salon de manga. Et j'ai découvert ce phénomène à Toulon, donc c'était quand même assez massif, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et on a décidé avec Eric de Gamergen.com, avec qui j'ai fait quelques émissions, de monter une émission justement sur le cosplay, qui n'a jamais été montée, qui est donc toujours en cours. Et donc pour ça, j'ai fait des entretiens sur le salon du manga de Toulon il y a 2 ans avec des cosplayers, 7 ou 8 à peu près, donc qui a servi de base de réflexion justement à ce que je vous présente aujourd'hui. Donc le terme cosplay, donc ça vient de la contraction de costume et roleplay, c'est quelque chose qui prend son essor aux États-Unis dans les années 70, 80, notamment avec les fans de Star Wars et de Star Trek. Alors moi déjà, premier préjugé, je pensais que c'était plutôt japonais. Première erreur. Donc généralement c'est des cosplays de la pop culture, donc de manga, jeux vidéo, mais j'ai vu un cosplay très intéressant de Jésus, comme quoi finalement on voit pas mal de choses. Et d'ailleurs certains cosplayers ne comprennent pas ce cosplay de Jésus, pour eux c'est pas un cosplay, c'est un peu étonnant. Donc le cosplay c'est quelque chose qui peut se définir au confluent de plusieurs pratiques artistiques. Donc il y a l'art textile, donc clairement ils m'ont revendiqué que c'est des costumes qui ont été créés par eux-mêmes, donc de la couture, et absolument pas des déguisements achetés comme tels, même si dans les festivals de manga, de jeux vidéo où il y a du cosplay, on voit des personnes qui essaient juste un déguisement. Mais les cosplayers se revendiquent justement de quelque chose de l'art, de la couture. Il y a vraiment la notion de dépassement de soi qu'on retrouve dans la conception par exemple. Et il y a les arts de la scène qui sont en jeu, donc le théâtre et le mime. Comme son nom l'indique, le cosplay c'est du roleplay, donc il s'agit d'incarner un personnage dans la façon de parler, de se déplacer, de bouger et ainsi de suite. Ça c'est quelque chose qui est mis en avant autant que le costume en lui-même dans les concours en fait, le cosplay. Et généralement il y a toujours l'art visuel de la photographie qui va un peu avec, donc les cosplayers se prennent en photo dans les salons ou même des séances photo. Alors si le cosplay c'est quelque chose qui est plutôt artistique, pourquoi alors que le dessin, la danse ou le théâtre par exemple c'est quelque chose qui est valorisé? Le cosplay il y a quand même quelque chose de négatif, une mauvaise réputation. J'ai jamais forcément lu quelque chose d'explicite, mais c'était en filigrane quelque chose d'un loisir enfantin, pour adolescents tardifs presque. On le ressent un peu en filigrane dans ce qui est dit, ce qu'on peut retrouver parfois dans les jeux vidéo ou dans le rétro gaming d'ailleurs. On entend les termes d'adolescent qui reviennent, ou de syndrome de Peter Pan, celui qui ne peut pas grandir, qui reviennent un peu pour le cosplay, pour le jeu parfois. Donc moi j'ai certains cosplayers qui étaient plutôt réticents à l'idée de me rencontrer parce que j'étais un professionnel de santé et que a priori j'allais faire une conférence ou une émission pour dire du mal, pour dire que je ne sais quoi qui allait dans ce sens-là. Donc j'ai senti une légère réticence, même si ça s'est détendu au fur et à mesure des entretiens. Donc pour moi, l'idée de l'explication de ce phénomène, c'est la même chose que ce que je disais un peu à propos des jeux vidéo. C'est même si c'est quelque chose qui est pratiqué par beaucoup de monde et à tous les âges, il y a quand même dans l'imaginaire collectif quelque chose qui est lié à la pop culture, technologie, manga, jeux vidéo, tout ça, c'est quelque chose d'adolescent. Alors que même si concrètement, c'est pas la réalité. Et donc il y a vraiment quelque chose qui vient à ce niveau-là. Donc l'adolescence,
Juste une petite parenthèse sur l'adolescence qui va me servir à amorcer la suite. Donc c'est vraiment un moment qui est vécu comme une crise pour l'adolescent, avec la génitalité qui arrive, et donc une réactualisation du complexe d'Oedipe. Autant l'enfant c'est angoissant par ses parents, autant l'adolescent lui il a envie plutôt de les mettre à distance parce que leur présence est angoissante de ce point de vue-là. Pour essayer de mettre en cohérence, symboliser justement cette adolescence, il y a l'idéalisation qui a un rôle. Donc il y a le personnage virtuel qui peut avoir un rôle, c'est-à-dire j'ai mis comme objet soit une star, un chanteur, soit un objet virtuel, un personnage de jeu par exemple. Il y a aussi le phénomène de groupe, c'est-à-dire je suis dans un groupe de potes, d'amis. Le groupe peut être un groupe virtuel, une guilde dans les jeux de rôle ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment cette idée-là. Le cosplay, c'est lié à la pop culture, c'est quelque chose qui est mal compris, donc ça permet de mettre un peu les adultes et les parents à l'écart. Et il y a le phénomène d'un groupe. Les cosplayers se revendiquent comme un peu une communauté, de la même façon, je pense, que certains gamers aussi, ou collectionneurs. Donc cet aspect communautaire, ça répond vraiment aux deux. Le besoin de se distancier des parents et le besoin de se représenter un groupe. Ça c'est drôle parce que j'ai une cosplayeuse qui me parlait de parents qui disaient qu'il y a des jeunes qui tombent dans le cosplay, comme il y a certains qui tombent dans la drogue. Donc c'est assez cette image un peu complètement surréaliste, un phénomène qui est quand même pas la même chose. Où j'en étais? J'ai perdu le fil. Donc il doit y avoir quelque chose d'autre quand même malgré tout, parce que c'est un phénomène, si c'était que lié à l'adolescence, ça s'arrêterait à 18-20 ans, alors que concrètement, moi la plupart des cosplayers que je rencontre, c'est entre 15 et 30 ans à peu près, à part un Gandalf que j'ai croisé, qui avait a priori l'âge de Gandalf, mais sinon, globalement, c'est entre 14-15 et jusqu'à 30 ans. Alors c'est intéressant de se demander pourquoi ça s'arrête à cet âge-là. Il y en a qui m'ont dit tout simplement parce qu'on commence à avoir des enfants et un boulot plus prénom, donc on a moins de temps. Effectivement, c'est une bonne hypothèse. Ce qui est en jeu pour moi dans cette pratique aussi, c'est la notion de sublimation. Alors la sublimation, c'est un concept freudien. Ah oui, alors je ne vais pas préciser, je suis des référentiels analytiques, donc Freud et Lacan, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Par contre, on argumente quand on n'est pas d'accord, bien évidemment. Donc la sublimation, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a quelque chose de pulsionnel, on va le dériver sur quelque chose d'autre. Le sport, l'art par exemple, l'activité artistique donc. C'est que ça permet de voiler justement quelque chose de pulsionnel, de sexuel qui est trop fort, trop prégnant d'un coup, et de permettre de vivre en société tout simplement. Et donc le cosplay, c'est vraiment pour moi quelque chose, donc, comme je disais, d'artistique, et qui répond du coup à l'émergence de la sexualité et de la rencontre. Alors on verra un peu plus tard dans la conférence qu'il y a vraiment cette notion d'hypersexualisation dans les personnages cosplayés aussi, on y reviendra. Au niveau des personnages de cosplay, il y a un positionnement qui est parfois ambigu. Il y a une certaine mise à distance avec le personnage virtuel et la personne réelle. J'en ai certains qui se sont présentés par leur prénom et d'autres qui se sont présentés par leur nom d'artiste ou nom de scène ou nom de plume, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a une cosplayeuse qui s'appelle Domino qui me parlait de montrer le personnage, comme si elle et son personnage étaient deux personnes différentes. Donc comme s'il y avait pas quelque chose qui, dans le cosplay, dans ce que je mets en avant, ça me définit mieux que moi en tant que personne. Il y a vraiment quelque chose là qui est interrogé, en tout cas dans le lien social. Les cosplayers, ils disent que le choix de leur cosplay, c'est quand même malgré tout lié à leurs caractéristiques physiques. C'est plus facile de jouer un grand quand on est grand et un mince quand on est mince, hein, bien évidemment, mais psychologique aussi, c'est-à-dire les facettes de leur personnalité. J'ai par exemple Domino toujours qui nous explique que les différents personnages qu'elle incarne reflètent différentes facettes de sa personnalité. J'ai un cosplayer qui s'appelle Joanne, qui cosplayait un personnage Hotline Miami, quelque chose comme ça. Voilà, merci de me valider le nom du jeu. Et qui disait que lui, il incarne, le nom qu'on lui a toujours donné, c'est la brute. Donc lui, il s'est déguisé en tueur de Hotline Miami, parce que c'est quelque chose qu'il incarne, le nom qu'on lui a souvent assigné. Donc il y a quand même quelque chose sur la facette de personnalité, le trait de caractère finalement. L'avantage, c'est que forcément se déguiser en tueur ou en super-héros, c'est faisable dans ce contexte-là et pas forcément dans la vie de tous les jours, c'est pas tout à fait toléré. Notamment, je pense aux cosplayers qui se baladent avec des battes de baseball, des katanas ou des armes factices. Se le faire dans la rue tous les jours, a priori, c'est plutôt interdit sauf en état d'urgence, donc à éviter. Là, c'est vraiment un lieu où tout ça, c'est autorisé. Et il y a vraiment cette logique qu'on retrouve dans le carnaval, en fait. Historiquement, étymologiquement, le carnaval, c'était quelque chose qui était un lieu où, pendant une journée ou une semaine, on pouvait célébrer le chaos, le déchaînement pulsionnel. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait à ce moment-là, sous couvert d'un masque ou d'un costume.
Et justement, cette sublimation qu'on vient de parler, qui était vraiment le négatif de la vie quotidienne, c'était en fait une espèce de soupape thérapeutique qui permettait d'accepter les conditions de vie de la vie de tous les jours. Et moi, j'ai trouvé que dans les festivals de cosplay, il y avait vraiment cette optique d'une espèce de carnaval masqué qui permet de libérer quelque chose. Chose que dans les carnavals actuels, ça remplit de moins en moins, je pense. Nous avons de plus en plus de sécurité dans les lieux publics, ce genre de choses, donc ça remplit quelque chose par rapport à ça. Au niveau du choix des personnages cosplayés, donc c'est pas forcément anodin. Il y a quelque chose qui revient souvent de l'enfance, par exemple de Disney ou des jeux vidéo que je jouais quand j'étais petit, ou des mangas que je regardais quand j'étais petit, ou liés à des problématiques personnelles. Par exemple, j'ai une cosplayeuse qui incarne des guerrières parce que pour elle, après, elle faisait du Disney. Disney, c'était trop mignon, trop pur. Donc, elle voulait quelque chose de féminin, mais de puissant. En psychanalyse, on a passé à la protestation virile, c'est-à-dire je ne suis pas une petite fille sage comme on est censé d'en donner l'image, mais quelque chose d'un peu plus puissant. J'ai le personnage de Crochet. Alors, lui, cosplayé le Crochet de Once Upon a Time, qui lui incarne généralement des méchants, donc le Crochet ou le Joker de Batman, mais c'est quand même des personnages, les créateurs les ont pensés quand même comme étant un peu sympas malgré tout, un peu drôles parfois, enfin ça dépend des versions, il y a des Jokers qui sont quand même un peu flippants. Mais de manière générale, on peut quand même s'attacher à lui, donc il y a vraiment l'optique d'exprimer quelque chose, mais en étant aimable, c'est-à-dire qu'on peut quand même m'apprécier, je suis pas effroyable quand même. Ça va, vous me suivez depuis tout à l'heure? Personne ne parle, personne ne pose de questions, tout va bien. Oui, j'ai bien fait. Je me demandais si on pouvait prendre un cosplay d'un personnage historique. Alors, moi j'ai vu Jésus. Après, les personnages historiques, il faudrait qu'ils soient reconnaissables assez facilement. Donc après, je sais pas à quoi vous faites allusion, ou vous avez une idée en tête, mais c'est vrai que tout ce qui est roi de France, ce genre de choses, c'est Albert plus pareil. Einstein, par exemple. Qui? Albert Einstein. Là, tout le monde le reconnaîtrait. Ah oui, c'est pas bête. Alors moi, personnellement, dans les festivals, j'en ai pas énormément croisé. Mais il se pourrait que ce soit l'exception, effectivement. À voir, à réfléchir, effectivement. Et j'ai aussi une autre question. Oui. Je me demandais s'il y avait un cosplayer qui avait pris un cosplay de Joker et qui pourrait ensuite commettre un attentat. Alors, je ne sais pas si jamais il y a des malfaiteurs ou des assassins qui vont commettre des méfaits, ils peuvent éventuellement se déguiser sur envie, mais c'est pas du tout des cosplayers. Il n'y a pas, à ma connaissance, mais j'ai pas pensé avec la question, elle est émergée, il n'y a pas de lien entre le cosplay et passager à l'acte du tout, à ma connaissance, ça c'est pas quelque chose qu'on entend, non. Alors, je poursuis, où j'en étais. Donc, oui, il y a vraiment ce que je disais avec Crochet, il y a la notion d'une demande d'amour, au sens large du terme. Qui est par le biais du regard, parce que du coup, c'est ce qui est en jeu. C'est quelque chose qui est vraiment inhérent, hein, la dimension du regard dans le cosplay, même si c'est l'aspect convivial qui est mis en avant. Donc là, c'est un positionnement qu'on appelle, dans la psychanalyse, hystérique. Alors, le mot hystérique, c'est comme d'autres mots, hein, c'est des mots qui sont complètement galvaudés dans notre société. L'hystérie, c'est vraiment être le côté du donner à voir et de la demande d'amour en retour. Pour faire très simple, il y a plein de choses, bien évidemment, mais c'est cette idée-là. Donc il y a le regard de l'autre sur soi, mais le fait d'avoir un costume, ça revalorise le corps, ça le met en exergue, en beauté. On peut dire ça des costumes, par exemple, des officiers, des militaires, des policiers, ce genre de choses. Le costume rend le corps plus beau au sens le plus large possible, le plus ésotérique, parce que j'ai envie de dire. Donc là, c'est un peu la même chose. Le cosplay embellit, sublime le corps du cosplayer. Et ça vient percuter donc le regard du spectateur qui renvoie ça justement. Et donc comme je disais tout à l'heure, il y a donc une dimension dans le cosplay qui est sexualisée. J'ai posé la question. Alors ça renvoie à ce que je disais l'année dernière sur les personnages de jeux vidéo et de manga, où on avait pas mal de demoiselles qui étaient au début les demoiselles en détresse dans les années 80-90 et qui sont devenues à partir de Lara Croft, entre autres pour faire simple, des bombes sexuelles hyper sexualisées avec des corps complètement improbables. Et le petit moustachu qui allait sauver la princesse est devenu rapidement des héros super bodybuildés comme, je sais pas moi, Kratos ou n'importe qui, avec des muscles partout. Donc on a vraiment cette image hyper sexualisée et donc qui se retrouve dans le cosplay. Donc c'est une... Je suis anorexique. Alors
Alors oui, l'image de la femme influence les femmes dans la réalité, effectivement. Donc moi, les cosplayers que j'ai rencontrés prennent cette dimension en considération, ils en ont conscience dans le domaine du manga et du jeu vidéo, et essayent de faire des cosplays qui sont qui se décalent un peu de cette norme, c'est-à-dire un petit peu donné à voir, mais pas trop. J'ai quand même vu certaines adolescentes, notamment, qui étaient habillées de manière vraiment... je ne peux pas le qualifier, mais... C'était quand même un peu compliqué de voir ce genre de situation sur des mineurs, je pense. Après, voilà. Après, j'ai vu sur internet, par exemple, des cosplays de Camille de Street Fighter où les cosplayeuses sont littéralement en string. Donc là, pareil, la notion de cosplay, elle dérive sur quelque chose de peut-être un peu trop sexualisé. Il y en a qui vont mettre un peu l'enchère pour justement se mettre en string, parce qu'on le faire. Voilà. Et ce qui m'intéresse, ça va être surtout celles qui ne le font pas. C'est celles qui s'exhibent littéralement. Là, on est vraiment... Oui. J'avais vu une Camille justement, et elle avait juste le béret sur la tête, sauf que le reste c'était du body paint en fait. Est-ce que ça. Elle était nue. Ouais. Est-ce qu'elle est considérée comme cosplayer, elle, déjà? Elle s'est basée pour le cosplay. D'accord, oui, donc là c'est vraiment, on passe d'un cran au-dessus, là donc on est dans le body painting qui est un art, pour moi, à part du cosplay, mais du coup, avec son body painting, elle s'est insérée dans le cosplay. Après, le body painting, c'est quelque chose qui est pas forcément hyper sexualisé. Je pense que je ne connais pas bien le phénomène du body painting, mais c'est plutôt de l'art, voilà. Mais l'insérer dans un festival qui n'est pas un festival de body painting, là, par contre, effectivement, ça questionne sur la dimension sexuelle et exhibitionniste de la démarche, effectivement. On en voit même pas mal dans certains salons, mais en stand vraiment d'exposition body painting. Voilà. Parce qu'on a vu à Marseille, par exemple, où ils faisaient vraiment en Marvel, enfin c'était un peu dans le domaine des super-héros. Oui. C'était vraiment le thème un petit peu du salon, mais effectivement, les filles ne se baladaient pas dans le salon tout seules en surtout en concours, oui. C'est ça la différence. En concours, c'est vraiment le donner à voir par excellence. Et pour moi, voilà, comme je disais, dans la sublimation, il y a quelque chose d'un but qui n'est pas forcément sexuel, mais il peut y avoir quand même un lien. Dans la danse, on le voit, dans le cosplay, on le voit, mais tout est une question de mesure. Il y a des moments, effectivement, quand on voit des jeunes filles en string ou alors carrément juste peintes pour être dans un festival de cosplay, là, la dimension, elle est encore un cran au-dessus pour moi. Et donc là, il y a vraiment une dimension... Alors, c'est pas dit sur un sens péjoratif parce que c'est utilisé parfois, une dimension d'exhibitionnisme, c'est-à-dire dans le donner à voir pour recevoir de l'amour, et en face du coup, puisque forcément il y a des spectateurs, une notion de voyeurisme. Du coup. Mais c'est des termes qui sont vus assez de manière péjorative dans notre société, alors que là vraiment, moi je l'emploie dans le terme le plus neutre possible, dans ce donner à voir. Est-ce que je suis bon sur le timing? Magnifique, on passe au rétro gaming alors du coup. Oui, allez vas-y. On voit souvent dans les conventions ce genre de choses, c'est les freeways. Oui. Est-ce que c'est un peu chez Ugly? Ils veulent des câlins gratuits en fait. Alors, j'avais pas pensé à ça, mais c'est une très bonne question. Historiquement parlant, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand je vais voir des personnes qui font des free hugs, ils connaissent pas l'étymologie en fait du phénomène. Sauf erreur de ma part, l'étymologie, c'est des personnes qui étaient atteintes du VIH et qui voulaient prouver qu'un contact, on n'était pas infecté en fait. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ce phénomène. Bon, alors je parle de ça, c'était quand même il y a plus d'une dizaine d'années à mon avis. Maintenant, c'est complètement dérivé. Mais là, c'est assez drôle parce que là, on est vraiment dans la demande d'amour dont je viens de parler, au sens propre. C'est-à-dire, voilà la demande d'amour. Je veux un câlin, je veux en donner, je veux en recevoir. Donc là, je pense que ce dont je viens de parler avec le free hug, c'est la version sans filtre, pas voilée, direct en fait. Et c'est intéressant, effectivement, maintenant que tu me le dis, j'en vois de temps en temps dans ce genre de festival. Pas tant que ça, on va dire, mais quand même. Ouais. Et puis ça dérive un petit peu sur aussi le gifle gratuit. Enfin, après, c'est plus des câlins, c'est vraiment de tout. D'accord. Il faut éviter ça, il faut éviter que ça Oui, trop loin. il faut éviter ce genre de choses. Alors, je veux... Il y en a qui l'écrivent aussi, c'est déjà vu. Après, je pense que personne n'accepte, mais c'est déjà vu. Alors c'est assez intéressant, petite parenthèse, après je vous donne la parole monsieur, c'était le fameux Jésus qui cosplay dont je vous ai parlé, sur sa croix, voilà, sur sa croix il y a écrit Free Luxure. À la base il a dit qu'il voulait écrire Free Sex mais qu'il n'a pas osé parce que c'est quand même un symbole religieux, il voulait pas l'attaquer trop de front non plus. Donc il y a un peu cette idée-là quand même malgré tout. Mais lui, c'est assez drôle parce que je parlais dans les entretiens de savoir si, pour les jeunes filles notamment, en ayant des cosplays un peu trop dénudés, on va dire, est-ce qu'il y a des gestes déplacés ou des réflexions déplacées? Et dans le monde du cosplay, apparemment, pas tant que ça. Comme c'est un dispositif qui est reconnu et qui est cadré, c'est respecté, ce qui ne serait pas le cas si la personne sortait comme ça dans la rue ou dans un autre événement. Par contre, Jésus m'a dit qu'il avait tout le temps des mains aux fesses. Donc comme quoi... C'est
Mais du coup, c'est plus sur une dimension humoristique, je pense, que sur une dimension sexualisée. Monsieur. Par rapport au cosplay, du coup, à part pour les enfants qui, eux, s'amusent vraiment à incarner un personnage, est-ce que pour les jeunes adultes, les 25-30 ans, ça n'aurait pas besoin de se distraire vraiment, dans le sens où, actuellement, peu importe la société où on travaille, on a toujours un uniforme, on est tous dit pareil, on a tous le travail. Est-ce que ça n'aurait pas besoin de sortir un petit peu du lot? Alors, je pense que justement, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le carnaval, c'est-à-dire effectivement sortir de la société telle qu'elle est au sens propre. Le costume éventuellement ou l'uniforme de travail, mais le travail et la vie en général, en fait partie. Donc justement, c'est cette période-là de cosplay qui peut durer une journée ou plusieurs, c'est vraiment casser ça. Et ça, effectivement, ce que vous venez de dire, l'uniforme entre guillemets de travail en fait partie, je pense, oui. Effectivement. Est-ce que quelque chose encore sur le cosplay? Je passe au rétro gaming? Oui. Alors, le rétro gamer, donc c'est quelqu'un qui collectionne des jeux vidéo anciens, soit sur le matériel d'origine, soit via l'émulation. Alors l'émulation, je pense que vous le savez, c'est simuler un système informatique sur un autre, tout simplement, de manière générale. Donc le terme rétro, ça peut aussi vouloir dire à contre-courant, c'est-à-dire s'opposer à ce qui est à la mode, tout simplement. Donc il y en a certains qui affichent justement leur anticonformisme de ce point de vue-là. Et il y a vraiment une prise de conscience de la quête de l'objet, hein, c'est-à-dire on va vraiment essayer de chercher un objet dans le jeu. Le conformisme, ce serait aller justement acheter la dernière console, le dernier jeu, donc aller en quête de l'objet. Et quand on se veut anticonformiste en faisant du rétro, on va aussi faire la même chose au final, mais sur un autre axe. Donc il y a vraiment quelque chose qui est là. Donc j'ai entendu plein de choses. Ah oui. Petite parenthèse. Je voulais préciser que la partie qui concerne le rétro gaming, j'ai reçu en entretien des personnes de l'association Entre 8 et 32, ici présentes, pour ne pas les citer, entre autres. Donc ça m'a permis d'appuyer ma réflexion. Donc par rapport à ça, justement le phénomène de ne pas être dans la mode des jeux vidéo, on voit beaucoup ça sur les forums de jeux vidéo, surtout ceux qui sont en train de troller, comme on dit, les jeux récents comme Call of Duty, ce genre de choses. Il y a énormément de messages dans ce sens-là. Donc c'est non, moi j'achète pas ce genre de jeu populaire, je suis plutôt sur des références plus vraies, des vrais jeux comme on pourrait dire, où j'ai aussi vu le fait des personnes qui sont plutôt joyeux, qu'il y ait des phénomènes comme celui-ci, où ça redevient à la mode de rétro gaming pour finalement partager et rencontrer. Donc j'ai rencontré pas mal de choses de ce point de vue-là. Alors avant de parler de ce qui pourrait se jouer subjectivement dans le rétro gaming, on va essayer de voir ce qui est objectif. On va parler en premier lieu du gameplay. D'ailleurs, les gameplays anciens par rapport au gameplay de jeux plus récents. Donc, moi j'ai Yann ici présent, je peux te citer, je dis, qui m'a parlé de gameplay plus fondamentaux, tout simplement. Donc, des actions de base comme éviter, construire ou détruire, qui renvoient au play winnicottien. Explication. Alors, Donald Winnicott, qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui est la relation parent-enfant, la relation du nourrisson, l'objet transitionnel, c'est-à-dire le doudou, a parlé des jeux des enfants. Donc il a différencié, nous on n'a pas de terme en français, le play et le game. Pour nous, qu'on pourrait dire le jeu. En français, il n'y a pas trop de différence. Le game, ça va être le jeu qui va être élaboré, c'est-à-dire je joue à un Monopoly, je joue à un jeu qui est déjà construit. Et le play, c'est les enfants qui vont aller inventer leur propre jeu à partir de ce qu'ils ont envie de leur imagination. Et Winnicott précise que les deux sont importants pour l'enfance. Et donc dans les gameplays anciens, l'hypothèse qu'on m'a faite, c'était plutôt que justement le gameplay n'était pas trop du côté du game, parfois oui, mais pas tout le temps, mais d'un côté plus libre, c'est-à-dire qui représentait les axes de ce qu'on peut faire à un enfant quand on le laisse jouer tout seul. C'est-à-dire aller jouer à éviter des choses, à sauter, à construire, à se défier, à se cacher, ce genre de choses. Donc quelque chose de plus fondamental, voilà, je dirais. Donc les deux sont nécessaires. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que le gameplay rétro revient complètement à la mode depuis quelques années. Donc on voit des jeux vidéo en 2,5D, Mario, Street Fighter, Mortal Kombat, ce genre de choses. Donc le gameplay à l'ancienne revient, justement. Après, une version un peu plus élaborée, un peu plus complexifiée certes, mais on revient sur quelque chose de rétro de ce point de vue-là. Donc d'un point de vue objectif, on parlait donc du gameplay. Ensuite, j'essaie de tourner la feuille. Il y a le côté plug and play, comme on dit, c'est-à-dire avant, on mettait sa cartouche dans la Super Nintendo, on l'allumait, on jouait. Point barre. À tout à l'heure. Et maintenant, on met sa PlayStation, il faut mettre à jour la console, mettre à jour le jeu, éventuellement l'installer. Donc il y a vraiment une notion de temps. Ça me renvoie, alors c'est une idée que je jette comme ça, à la notion d'intolérance à la frustration. C'est-à-dire que le fait
de tolérer la frustration, c'est quelque chose que l'enfant doit apprendre à attendre pour pouvoir ensuite être un adulte qui vit en société et donc de pouvoir aller travailler, gagner de l'argent que à la fin du mois et ainsi de suite. Donc on a vraiment ce côté peut-être plus intolérance à la frustration dans cette logique de je mets ma cartouche et je joue tout de suite, ou je diffère mon plaisir en attendant les mises à jour, ce genre de choses. Ensuite, un autre argument, c'est le coût qui est nul pour l'émulation. Bien évidemment, l'émulation c'est quelque chose qui est illégal, donc c'est gratuit, mais il y a la notion d'illégalité, la notion de la transgression qui est là. Et enfin, il y a la notion de difficulté qu'on a mis. Alors ça, je ne connais pas forcément tous les jeux, je me connais plus en jeux anciens qu'en jeux récents. Les jeux anciens seraient plus difficiles, donc il y a vraiment plus une notion de difficulté et donc de fierté par rapport à cette difficulté. Donc le fait de s'appuyer sur cette fierté, donc d'en avoir besoin, là il y a quelque chose peut-être qui peut se jouer pour le rétro gamer éventuellement. Alors, l'appartenance du jeu vidéo au domaine de l'art, c'est perçu chez certains rétro gamers. Un écran en pixels, des gros pixels, ça peut être perçu comme quelque chose d'artistique. Ça revient d'ailleurs à la mode. Il y a des jeux actuels où c'est en pixels, plutôt des gros carrés plus ou moins. Alors le seul que j'ai en tête, c'est Minecraft, qui est très carré, mais je pense qu'il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres, mais j'ai plus les titres en tête. Il y a un nouveau qui est sorti là sur Xbox One, c'est Tron. C'est un MMORPG là, dans le même style. D'accord. J'avais joué à un jeu de rôle type Zelda sur PlayStation 3 aussi, où c'était un jeu qui était plat et qui remontait, qui était carré, donc c'est un peu long. Il y a cette logique-là de quelque chose d'artistique dans ça, et que le fait de la beauté des blockbusters actuels, jeux qui sortent, Call of Duty, ce genre de jeu, c'est pas forcément ça qui est recherché. Donc c'est intéressant parce que c'est comme dans l'art, on voit que c'est pas ce qui est le plus réaliste qui est le plus beau. Sinon, dans ce cas-là, après le courant réaliste, il n'y aurait plus rien. L'art naïf, l'art abstrait, ça n'existerait pas, ça n'aurait pas de valeur. Là, c'est pas le cas. Et je pense qu'il y a vraiment une notion de la beauté, beauté rétro de ces graphismes-là qui est en jeu. D'ailleurs, quand j'ai posé la question de savoir que quand on jouait à des jeux rétro émulés, c'est-à-dire que du coup, les jeux qui étaient en basse résolution peuvent passer en haute résolution, c'est quelque chose qui n'est pas forcément recherché du tout, voire même qui est plutôt rejeté pour certains puristes. C'est comme si on coupait les scènes d'un film ou les paragraphes d'un roman. Il y a quelque chose du regard, la même chose que dans le cosplay, la dimension scopique, qui se joue dans les boîtes même. Par exemple, dans les boîtes de jeux collectionnés, il y a quelque chose du regard. Et moi, le phénomène que j'arrive pas forcément à saisir pour l'instant, c'est le phénomène de l'unboxing qu'on retrouve sur les jeux récents, les consoles récentes. Oui. Vous voulez faire partager votre réflexion? Ça nous a fait rire. Non. Vous pratiquez peut-être, non? D'accord. Je sais que la personne qui était là, qui est blogueuse, a fait l'unboxing récemment sur la Switch. C'est dommage qu'elle soit partie au mauvais moment. Donc c'est vraiment l'unboxing sur les jeux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'un côté de l'exhibition et de l'objet comme étant un objet de désir. Et comme c'est exhibition, de l'autre côté, il y a aussi voyeur, donc les personnes qui regardent ce type de vidéo. On est vraiment dans le dévoilement. Hein. On enlève la boîte, on enlève le carton, on enlève le polystyrène. C'est un striptease, hein, littéralement, mais d'un objet. Donc ça me questionne quand même, je dirais. Alors, ce qui est pour moi, ce qui était un peu articulé... Dites-moi si vous avez des réflexions, on voit qu'il y en a qui sourient derrière. En fait, c'est tout simple. C'est le plaisir de découvrir un nouvel objet. Et bon, moi, je fais pas de vidéo du tout, hein, mais on peut comprendre, on peut partager ce plaisir, dire bon, moi j'ai la chance d'ouvrir cette console en priorité, je veux le faire partager aux autres. Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous, ça se joue d'un point de vue conscient. Moi, forcément, comme je suis le psychologue, je vais essayer de voir ce qui se joue derrière. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est exhibition et voyeur, c'est des termes qui sont très très péjoratifs dans notre société, alors que c'est vraiment un donné à voir et volonté de voir en face. Donc c'est pas du tout péjoratif quand je le dis. Et c'est vrai que ces termes-là, je les emploie avec précaution, parce que l'exhibition et le voyeurisme, c'est très très négatif, c'est connoté très négativement. Alors là qui a fait pour moi l'articulation des trois sujets, c'est le côté Madeleine de Proust. Alors Madeleine de Proust, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Non? Alors la Madeleine de Proust, je vous en ai mis un exemplaire ici, j'ai fait la photocopie. Ça renvoie à donc Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, qui part à un moment donné d'une journée qui n'est pas terrible pour lui, et où il va tremper une madeleine chez sa tante. Il va tremper une madeleine, et au moment où il met la madeleine dans la bouche, il a ce qu'on appelle une reviviscence. La reviviscence, c'est le fait non pas de se souvenir, de se remémorer, mais de revivre quelque chose, un souvenir. Donc la reviviscence, c'est utilisé en... Alors moi j'ai découvert la reviviscence dans la mnémothérapie, c'est utilisé pour la maladie d'Alzheimer. Donc la définition, la reviviscence n'est pas un souvenir, c'est la sensation bouleversante et heureuse de revivre un épisode autobiographique ancien, au présent et en acteur. On parle vraiment de le revivre.
Donc là, c'est le docteur Bontard, la citation du docteur Bontard, qui travaille, en fait, il utilise la musique avec les patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, dont certains sont apathiques, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas et n'expriment plus d'émotions. Et donc ça permet de réactiver des émotions enfouies alors qu'on les pensait vraiment enfouies. Donc ici, c'est le support musical qui doit être identique à l'original. Alors, moi, j'ai filmé cette expérience en vidéo. Hein. On voit une personne âgée, on met, Edith Piaf. Alors, soit elle ne reconnaît pas, soit elle reconnaît en disant oui, c'est Edith Piaf, je reconnais. Après, la deuxième étape, c'est la remémoration, le souvenir. Ah oui, je me souviens qu'Edith Piaf, c'était dans les balles quand j'avais dansé avec mon mari. Mais pas d'émotion. Et on voit des personnes qui ne bougent jamais, qui d'un coup, le visage s'illumine. Ah, je me souviens, je dansais ça avec mon mari, je sens encore l'odeur de son parfum, je revois la lumière des projecteurs quand on dansait. Et là, on a vraiment on le revit à ce moment-là. Et on est acteur de ce sentiment. Donc, pour les jeux vidéo, si je vous fais voir, je sais pas moi, Tortue Ninja sur NES, Tortue Ninja il revient souvent ce jeu dans mes conférences, donc je vous fais voir Tortue Ninja sur NES, peut-être les plus jeunes diront jamais vu. Peut-être certains diront oui c'est Tortue Ninja sur NES, point. Peut-être certains diront ah oui je me souviens Tortue Ninja, j'avais mon pote qui jouait et c'était un jeu difficile, je m'en souviens, voilà. Donc ça c'est un souvenir. Et peut-être qu'au moment où je vais vous faire voir Tortue Ninja, où je vais l'allumer devant la vraie NES devant vous, vous allez vous souvenir du moment où vous avez ouvert, vous allez entendre le bruit du papier cadeau de Noël, vous allez sentir le repas de Noël, vous allez revoir, vous allez ressentir même physiquement la robe de chambre que vous avez au moment où vous y avez joué pour la première fois, la lumière qui rentrait, vous avez fermé les volets pour jouer pour pas que la lumière cache l'écran, vous allez revoir le petit filet de poussière qui passe dans la lumière. Là, à ce moment-là, vous allez vraiment revivre l'émotion et donc la joie sans doute que vous avez à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en jeu dans le rétro gaming, entre autres pas que, c'est cette notion de reviviscence de la Madeleine de Proust. Ça c'est dans le rétro gaming. Alors, je vais vous lire un petit extrait de ce livre qu'on m'a conseillé. Une personne qui est collectionneur de jouets, alors, qui m'a conseillé. Alors, c'est le premier mot du livre. L'événement fondateur s'est produit alors qu'on venait de franchir le cap de l'an 2000, cet horizon qui, pour ma génération, signifiait le futur. Je traînais sur eBay sans rien chercher de particulier et je l'ai retrouvé. Goldorak, avec ses points éjectables, ses astéroaches et sa soucoupe à roulettes. Immédiatement, je me suis senti partir. De nouveau, j'avais 5 ans, les cheveux blonds coupés au bol. Ma robe de chambre matelassée à rayures sur le dos. Je déballais le précieux cadeau au pied du sapin. Je pouvais sentir jusqu'au poids du robot de métal peint dans ma main blanche. L'innocence de ce jour de décembre 79 qui ne serait plus. Donc là, je le retrouve, la même chose que je pense dans le rétro gaming, on le retrouve aussi dans la collection, le fait de collectionner. Jean-Paul ? Oui. Dire un petit truc ? Oui, vas-y. Par rapport à cet effet Madeleine, c'est vraiment une sensation globale. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est mental, c'est physique, c'est un tout et on est à l'intérieur de cette bulle, quoi, intégralement. Alors, c'est une sensation heureuse. Toi, tu as parlé du tunnel direct avec mon enfance. J'aime beaucoup le terme. Voilà, voilà, on trouve une sorte de porte spatio-temporelle enfin bref, et on l'emprunte. C'est une sensation globale. Et pour vivre ces choses-là, tu parlais de sensation heureuse, donc on a envie de la renouveler, j'ai envie de revivre des choses comme ça. Du coup, pour que ça soit plus efficace, le fait de collectionner, le fait de jouer, d'avoir entre les mains les consoles d'origine avec les jeux d'origine, nous permettent de ressentir des stimuli plus en phase avec ce qu'on vit avant, enfin, exactement les mêmes, il y a les mêmes odeurs, le même poids, etc. Et donc, si notre objectif c'est de revivre ces moments, non à l'émulation. Alors c'est exactement ce que j'avais tout à l'heure commencé, c'est-à-dire que le docteur Bontard qui le fait avec la musique, il précise bien que c'est exactement l'original qu'il faut. C'est-à-dire quelqu'un qui reprend les chansons de l'époque, ça marche pas en fait. Il faut que ce soit le matériel d'origine, la vraie chanson, et limite même si c'était en vinyle plutôt qu'en CD, ça fonctionnerait encore mieux. Donc pour la reviviscence dans le jeu vidéo, il faut exactement le matériel d'origine. La vraie NES, la vraie Super Nintendo, les vraies consoles. Émulées, vous pouvez avoir quand même l'effet, mais qui sera beaucoup, beaucoup amoindri. Donc au plus le matériel est tel quel, au mieux ça fonctionne. Tu as tout à fait raison. Alors, la reviviscence, c'est par rapport à des moments, alors quand des souvenirs d'enfance du rétro gamer de jeux vidéo, la plupart que j'ai rencontrés, c'est des souvenirs qui étaient plutôt heureux. Donc c'est ça qui ressurgit. Si jamais, pile au moment où vous allumez votre console, vous vous faisiez insulter par vos parents, au moment où vous allez revoir une NES, vous ressentirez la même chose. Donc la reviviscence, c'est des sentiments qui étaient à l'époque.
Donc ce phénomène-là, ça se retrouve du coup le fait de revivre en tant qu'acteur des émotions, c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement dans les phénomènes de stress post-traumatique. Les victimes d'accidents, d'agressions ou de conflits de guerre, et ils revivent justement des sentiments effroyables là. Donc autant on va le rechercher quand c'est des émotions positives, autant bien évidemment quand c'est des émotions effroyables, on va les chercher à les traiter. Ça c'est sûr. Donc il y a des thérapies qui fonctionnent d'ailleurs assez bien par rapport à ça. Tu avais fini du coup? Oui. D'accord. Et donc du coup, ce qui m'avait plu dans ton tunnel direct à ton enfance, c'est qu'au moment où tu joues, tu bois pas, tu fumes pas et tu manges des bonbons. C'est ça. C'est vraiment assez drôle, hein. C'est vraiment le cocon de bulle où tout est pareil. La personne qui a écrit ce livre collector, et il écrivait qu'il avait en DVD les dessins animés qu'il regardait quand il était plus jeune, donc je présume Chevalier Zodiac, Dragon Ball et compagnie, et qu'il avait poussé le vice juste à les regarder pile à l'heure où il passait à l'époque au Club Dorothée, et éventuellement en ayant un Nesquik ou je ne sais quoi en même temps pour vraiment retrouver ça. Hop là. Alors, ce livre qui était un roman quand même un parfait autobiographique, mais c'était dans l'extrême, oui, effectivement. Oui. On a quand même, moi j'ai Prenez une chaise, allez. il y a quand même deux types de rétro gamers, parce que il y a ceux effectivement qui vont, parce que certainement ils sont essentiellement, leur passion est essentiellement basée sur les souvenirs nostalgiques, donc c'est très lié aux sentiments ou aux effets sensoriels qu'ils ont eu à l'époque. Et ceux-là restent souvent sur leur machine de l'époque, c'est-à-dire ce qu'ils ont connu à l'époque, ils restent centrés dessus, ils ne vont pas aller à côté. Et il y a quand même des rétro-gamers où ils se disent, ils ont une capacité plus consciente, plus en rapport avec la réalité, et qui vont se dire, moi ce qui m'intéressait à cette époque-là, c'est plein de machines qui me faisaient rêver, plein de jeux qui me faisaient rêver, et que j'ai pas pu avoir à l'époque. Ce qui est donc exactement la même chose. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir vu dans Player One la 3DO qui était trop chère à l'époque pour que je l'achète. Donc c'est la même chose. J'ai le souvenir du désir que j'avais à cette époque. Alors à ce moment-là, quelqu'un qui découvre 20 ans après qu'il a raté une machine et des jeux et qui fait l'effort d'aller vers cette machine, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est une découverte de cette époque-là, de quelque chose qu'il avait raté? Moi, ce que je dirais, c'est que c'était la période. Là, l'auteur de ce livre, il parle vraiment des années 80. Donc c'est tout ce qui va être en lien avec une période. Après, la Madeleine de Proust, c'est quelque chose qui, pour moi, j'ai l'impression, est commun aux rétro-gamers, aux collectionneurs de jouets, ce genre de choses. C'est pas 100% des cas, naturellement. Chaque rétro-gamer peut mettre ce qu'il veut dedans. Là, il y a d'autres dimensions dont on va parler aussi, notamment le côté féru d'histoire. L'histoire d'un média, le jeu vidéo, comme il y en a qui sont férus d'histoire de cinéma ou d'autres choses. Donc, il y a aussi autre chose que la Madeleine de Proust, on est bien d'accord. Mais je pense que cette Madeleine de Proust, là, elle est quand même un petit peu à chaque fois. Elle est majoritaire. Je dis pas majoritaire, c'est que ça se représente un peu. Après, si le gamer, il a commencé parce qu'il a trouvé la NES de son enfance, et qu'après il a envie de s'intéresser à toute l'histoire, parce que c'est un produit culturel, dans le jeu vidéo, ça, il part sur autre chose. Mais le point de départ, je pense qu'il y a quand même eu ça au départ, même si après, voilà, on ne peut pas faire de généralité, et que 100% des gens vont pas retrouver ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se retrouver dans la majorité, en fait. Et l'autre exemple que tu m'avais donné qui était bien, c'était si vous retrouvez dans votre grenier le bouquin que vous avez tant aimé quand vous étiez petit, qui est jaunil et que vous le relisez, c'est pas la même chose que si vous le lisez sur Kindle. Tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui se retrouve ailleurs. Le lire sur Kindle, voilà. Il y a le matériel original qui fait revivre les émotions, les sensations de l'époque. Le souvenir de l'achat, le souvenir de l'obtention d'objet. Mais c'est le matériel original qui va faire susciter ça. Alors, par contre, l'effet reviviscence, ne dure pas longtemps. Bah, si je vous colle sur une NES et que vous jouez à Zelda pendant je sais pas combien de temps il faut pour le finir, l'effet il va s'estomper quand même, il va pas être là non-stop tout le temps. C'est vraiment le coup de cœur du début. Et il peut pas forcément revenir à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment, Proust, ce qu'il décrit dans sa Madeleine, il a vécu une fois le premier, et après il essaye, il le revit un petit peu, mais il n'a vraiment pas le choc du premier. Donc je pense que la première fois que vous rejouez vraiment au jeu de votre enfance, entre autres, c'est cette fois-là, c'est la première fois qui est la plus forte. Les autres fois, vous pouvez avoir cet effet reviviscence, mais qui va être un peu moins forte. D'où l'idée après d'aller chercher autre chose, d'aller chercher d'autres éléments de la pièce qui compose votre passé éventuellement. Je pense que vous connaissez bien le sujet, donc vous avez dû faire des recherches. Et quand on regarde comment la mémoire est inscrite, les souvenirs sont inscrits chez un être humain qui est très, très différent de la manière où c'est inscrit sur un ordinateur, c'est que moi j'ai une recherche sur les souvenirs qui est très intéressante, où le chercheur décrit que les souvenirs c'est comme deux bandes. Il y a une bande en fait, c'est la bande factuelle, et la bande en fait émotionnelle, qui s'inscrivent en simultané. Quand
on vit quelque chose. Et que, contrairement à un ordinateur où l'information reste, à chaque fois qu'on fait appel à cette information, en fait, on l'efface et on la réinscrit. Le problème, c'est que quand l'être humain réinscrit, il va mélanger en fait la situation au moment où c'est réinscrit et la situation de l'époque. C'est pour ça que en fait, ça se retrouve diminué quand on réinscrit son souvenir. Alors effectivement, je n'ai pas les tenants et aboutissants de ce dont vous parlez, mais la mémoire est très très liée à l'émotion qui va avec. Déjà, l'émotion favorise la mémorisation, bien évidemment, et le fait de se retrouver dans le même contexte, ça permet aussi de retrouver plus facilement le souvenir. Mais effectivement, il y a une notion d'un souvenir qui est différent, qui est un peu altéré par l'émotion à ce moment-là. Voilà, peut-être que si vous regardez, enfin moi personnellement ça m'est arrivé, hein, en revoyant le dessin animé de mon enfance que je trouvais nulle part, quand je l'ai vu sur internet, j'ai regardé, c'est ça quoi, c'est lamentable. Alors que moi c'était vraiment quelque chose de sublimé, parce que l'émotion avait complètement modifié le souvenir, et comme j'avais pas du tout été exposé au matériel original pendant des années, bah, c'était de plus en plus un souvenir idéalisé. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là. Donc je disais, la réviviscence ça ne dure pas, et ça revient pas forcément à chaque fois. Donc il y a aussi autre chose dans le rétro gaming, naturellement. Toujours toi, je te cite, tu as parlé de dépasser le stade où on était à l'enfant. Justement, il y a quelque chose de la prise de conscience d'un enfant. L'enfant, c'est on va dire pour l'instant tu n'es pas tout puissant, tu ne peux pas, tu es un enfant, tu peux pas tout, mais plus tard, tu le seras. C'est une arnaque, bien évidemment, personne n'est tout puissant. Mais il y a cette idée-là. Et en retrouvant ce qu'on était enfant, on reprend au point de départ et on essaye de devenir tout puissant. Sauf qu'effectivement, dans le domaine de jeux vidéo, c'est pas la même chose que dans la vie réelle. On peut avoir des domaines des concours de manière objective, du scoring. Là, c'est pas seulement moi, ça nous fait la question de la confrontation. J'ai pas mal vu de tout ce qui était speedrun. Donc là, il y a vraiment la question de la confrontation. Et c'est chiffré, hein, c'est-à-dire le speedrun, c'est intense, c'est objectif. Donc il y a vraiment la confrontation de je ne pouvais pas quand j'étais enfant, et je peux maintenant. Donc quelque chose qui accompagne justement ce sentiment enfant qui redevient adulte. T'es passé devant la caméra ou pas? Donc là je viens de voir passer, je dis pour la caméra pour ceux qui l'ont pas vu, je viens de voir passer un cosplay années 80, je pense. C'est un de quoi tu parles. Alors là, tu m'as fait perdre le fil de ma conférence. Oui, donc la question de la confrontation à l'autre par rapport à l'enfance, et donc c'est pour ça que dans les émulateurs, par exemple, il y a une sauvegarde instantanée qui casse complètement le challenge pour certains. Donc pareil, les émulateurs, c'est rejeté par rapport à ça. Ça a permis de finir des jeux que j'ai jamais fini. Aussi. Alors il y a des légendes de jeux vidéo qui sont très très dures, hein, Tortue Ninja notamment, Gremlins, je pense à celui-là parce que c'est ce que je connais. Mais il y en a certains, ils sont pas faciles sans pause, sans sauvegarde. Et il y a certains qui sont mal conçus. Il y a une difficulté voulue et certains mal conçus. Aussi. Donc, et donc, qu'est-ce que je disais? Il y a la notion aussi dans les anciens jeux qui sont peut-être pour certains plus maîtrisables dans leur intégralité. C'est-à-dire le fameux 100% dont on parlait à l'époque, ou 101% pour Donkey Kong. Donc c'est plus maîtrisable volontiers que, je sais pas moi, alors si je prends GTA V, la map elle est tellement grande, il y a tellement d'objets que c'est très très difficilement maîtrisable en entier comme jeu. Des MMORPG comme World of Warcraft, les étendues sont tellement immenses qu'on ne maîtrise pas forcément. Ça, cette volonté de maîtriser un élément, un monde, on va en reparler tout à l'heure avec la collection, c'est quelque chose qui est propre à l'enfance aussi, et donc que l'adulte va vouloir retrouver dans des jeux qui sont plus facilement maîtrisables, on va dire, oui, dans le 100%. Il va falloir que j'accélère un petit peu, je pense que je vais être short. La dernière chose que j'allais dire sur le Retro Gamer avant de passer à la collection, même si les deux sont liés, c'est la notion de l'histoire, de l'historicité. C'est-à-dire, le jeu vidéo ancien, c'est quelque chose d'historique, c'est notre histoire, ça en fait partie. Et ça fait partie de la culture postmoderne, ou la pop culture, et donc de l'histoire du sujet. Donc, il y a certains sociologues qui parlent que dans notre société postmoderne, on n'a plus trop de récits. Le récit qui était à l'époque, c'était les récits religieux, le récit, à l'époque des rois, il y avait les rois, après il y avait tout ce qui était la notion d'identité française au moment de la Révolution, ce genre de choses. Actuellement, en 2017, en tout cas en France, les récits religieux ont peut-être moins d'importance, même si ça commence à revenir sur un autre versant de la scène. L'identité nationale, on commence à entendre qu'elle est un peu moins présente, donc le récit disparaît, sauf que être, c'est s'inscrire dans un récit. Et donc, le rétro gaming, c'est je m'inscris dans ce récit qui est celui de notre culture. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être le cinéma, mais pour certains, c'est le jeu. Et donc, la volonté du rétro gamer de faire perdurer ce récit, c'est aussi permettre de définir son existence dans un récit global
et plus précisément celui-ci. Alors, la collection. Alors au début j'ai dit collectionnisme, mais c'est vrai que le terme collectionnisme ça définit plutôt une pathologie en fait. Je l'ai spontanément écrit comme ça, ce qui donne que j'avais un a priori sur le sujet de prime abord. Donc la collection, le fait de collectionner. Oui. Le fait de collectionner, c'est quelque chose qui concerne à toute petite échelle plus ou moins tout le monde. Les jeux vidéo en fait partie, hein. Quand on a une console, on peut éventuellement commencer à collectionner quelques jeux, dans le présent je veux dire, qu'ils soient en support physique ou en dématérialisé. Donc dématérialisé, ça peut être je collectionne les jeux sur Steam ou je collectionne les ROM pour les émulateurs. Au tout début de l'émulation, je me souviens qu'il y avait des personnes qui s'amusaient à télécharger tout ce qu'ils pouvaient comme ROM et à graver les CD de ROM auxquels ils ne jouaient jamais. Donc il y a vraiment une collection, non pas de jeux physiques, mais de jeux virtuels, de fichiers finalement. Donc il y a certains, pour la collection, prend une part plus importante, qui commencent à se définir eux-mêmes comme étant collectionneurs. Donc on va pas parler de la collection en elle-même, on va parler du collectionneur. Donc on voit des collectionneurs qui fouillent les vide-greniers en quête de l'objet du désir, hein, je désire ce jeu. On parle vraiment d'une chasse au trésor, hein. C'est des jeux, on parle d'une chasse au trésor de jeux virtuels, mais la chasse au trésor est dans la réalité. Les vide-greniers, internet où je vais acheter, je vais recevoir, donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est une chasse au trésor, c'est quelque chose de très imaginaire, hein, qui est très, encore une fois, dans le domaine de l'enfance. Dans une société où la chasse au trésor, c'est pas forcément quelque chose qui se retrouve dans la réalité. Alors maintenant, il y a les jeux de géocaching, je crois que ça s'appelle, où on peut justement faire des chasses au trésor, qui réexploitent justement cette volonté d'aller explorer, d'aller chercher. Et moi, on m'a décrit, alors dans les personnes que j'ai rencontrées qui collectionnent, ou encore une fois dans cet ouvrage, on me décrit une fièvre, une angoisse, un émoi, mon cœur s'est mis à battre, j'avais les mains moites. Alors, au moment où on va rencontrer ou acquérir le jeu, j'ai vraiment tout le champ lexical de la rencontre amoureuse. Hein. Vraiment. Sauf que l'objet d'amour, c'est pas une personne, c'est un objet, tout court. Donc c'est vraiment ce frisson qui m'évoque presque le frisson du passage à l'acte de la personne qui est dépendante de produit. On n'en est pas là, hein, mais cette espèce de petit frisson avant de l'avoir, vraiment. Il y a quelque chose qui est de ce niveau-là. Donc là, il y a vraiment un rapport qu'on appelle fétichiste. Alors encore une fois, le fétichisme, c'est quelque chose qui est utilisé dans tous les sens possibles et imaginables et qui est très très négatif. Le fétichisme, ça va être un rapport à l'objet désiré, sauf que le fétichisme, c'est celui qui va désirer l'objet porté par un humain. Là, c'est un objet, l'objet, il existe en tant que tel. C'est-à-dire, je ne désire pas le jeu parce que je désire un objet porté, je désire l'objet en lui-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose de ce niveau-là. Encore une fois, on parle d'avoir le coup de foudre. Je ne sais pas si vous avez bien compris la différence entre un fétichisme et le désir d'avoir un objet. Alors, le fétichisme au sens psychanalytique du terme, donc là on parle de pure théorie, c'est celui qui va désirer un objet porté par l'autre. Je suis fétichiste des bottes, je suis fétichiste de j'en sais rien. Moi, on peut dire fétichiste du cœur dans symbolique ou l'organe ou fétichiste de l'âme. Alors, le fétichisme c'est pour les objets. En tout cas, dans le sens analytique, qui est mon référentiel théorique, peut-être d'autres psychologues me diront autre chose. Mais un objet porté. Oui, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Ah d'accord, je l'ai cru. Si, t'aimes bien les bottes, toi. Donc du coup, là, on parle vraiment d'autre chose. Là, c'est l'objet qui devient vraiment un objet de désir et qui est aimé. Et qui est... alors là, on va employer encore un terme qui est mal employé. L'objet peut être sadisé. C'est-à-dire, je peux en faire littéralement ce que je veux. Je peux le prendre, je peux le déplacer, je peux le ranger, je peux le nettoyer, je peux l'exhiber, je peux le planquer, je peux faire ce que je veux. Donc j'ai vraiment une maîtrise totale d'un objet. Et là, ça renvoie à l'objet transitionnel dont je parlais tout à l'heure. Le doudou, en clair. Le doudou, chez Winnicott, c'est celui que je peux tabasser, que je peux câliner, ou à tour de rôle d'ailleurs. Donc il y a vraiment un objet transitionnel. Alors ça, l'objet transitionnel, c'est quelque chose qui existe chez le nourrisson, qui au début ne fait pas sa différence, qui fait pas la différence entre le reste du monde et lui-même et la mère. Et quand il apprend, qu'il commence à comprendre que c'est le cas, il y a quelque chose d'une angoisse. Et il va agripper un objet. Et l'objet transitionnel, c'est ça. C'est un objet qui vient parer l'angoisse et qui est un peu un prolongement de soi-même à l'extérieur. Et moi, je pense que dans la collection de jeux, ou d'objets, encore une fois, il y a cette idée d'objet transitionnel dans le sens par angoisse. Alors une angoisse, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, des angoisses de fond archaïque, mais le fait d'aller acquérir ces objets-là que je maîtrise, il y a quelque chose qui est un par angoisse de manière générale, quelque chose qui fait l'objet d'un objet transitionnel. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, vas-y. C'est vrai que, deux petits trucs, quand on part en vide-grenier et qu'on tombe sur, pour moi, sur la console avec le joli lot de jeux, je
je ressens là en Provence, on a le bati-bati, on a le cœur qui part à fond, je regarde, il n'y a pas de concurrent à côté, est-ce que ça va être dans les moyens, Anthony est loin, donc j'ai peut-être une chance de pouvoir l'acheter, mais ça... Au vendeur, tu restes calme, au vendeur, tu restes calme. Ouais, pour tu restes stoïque. C'est vraiment les prix. Ouais, mais donc oui, il y a de l'excitation, c'est du domaine de l'excitation, c'est réel. Une fois que cet objet, que ces objets sont entrés en ma possession, que je les ai nettoyés, rangés, classés, qu'ils sont chez moi, qu'ils ont trouvé leur place, quand je vois à nouveau ces objets-là, je rentre dans mes rayonnages, petits rayonnages entre guillemets, je ressens quasiment l'inverse de ce sentiment d'excitation. Je ressens un sentiment d'apaisement. C'est quand même à l'opposé, mais... Pas angoisse, donc. Non, c'est pas du tout, c'est apaisant. C'est un par angoisse. Ah, un par angoisse. Ouais, c'est ça. Je me mets au milieu de mon machin, et c'est vrai, c'est... Je te remercie de valider mes hypothèses en direct, alors. Qu'est-ce que je dis? Donc d'une manière générale, c'est toujours le manque, c'est le vide qui fait le désir. C'est le principe utilisé, maîtrisé par la société de consommation. C'est la quête d'un objet, donc en psychanalyse on appelle l'objet A, mais bon on s'en fout, vous l'appelez comme vous voulez. C'est l'idée qu'un objet va nous combler, qu'on va avoir le bonheur, de manière générale. Et sauf que quand en réalité, alors on vous dit vous achetez le dernier iPhone, vous aurez le bonheur. Ah ben non, forcément comme ça marche pas, on vous en vendra juste un an après pour que vous continuez à désirer. Mais moi je pense que du coup le collectionneur a vraiment compris le truc, c'est vraiment celui qui est le plus au clair avec cet objet de désir, c'est qu'il a compris qu'il n'y a pas un objet qui va combler, mais que c'est infini en fait. Cette quête de l'objet désiré de la collection, elle est par nature infinie. Alors surtout dans le domaine du jeu vidéo, qu'on collectionne depuis le début jusqu'au présent, comme il y en a qui sortent tout le temps, et le temps avance, on aura toujours des jeux à collectionner dans la folie. Puisque du coup, les jeux qui sont actuels dans 20 ans seront rétro. Donc on a toujours cette quête. Alors, on a le seul cas de figure, c'est si j'ai envie de dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux Dreamcast, et je collectionne les 308 jeux Dreamcast. Là, c'est fini. La collection, elle est finie. Mais sinon, dans la grande majorité des collections, il y a une fin, on va dire, plus ou moins. Après, non, on n'est pas d'accord? Après, c'est sûr que quand on collectionne des pierres, c'est plus infini que quand on collectionne certaines figurines, par exemple. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi de compétition? Tout à l'heure, monsieur disait qu'il y a le grenier et il est content parce qu'il y a personne qui appelle concurrent derrière lui. Il y a de sous-concurrents. Est-ce qu'il n'y a pas de concurrents? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de compétition de dire moi j'ai la pièce, l'autre ne l'a pas? Alors, je pense que ça, j'en ai parlé tout à l'heure pour le rétro gaming, mais je pense que c'est en jeu dans la collection. C'est le côté un peu compétition, mais que je vois plutôt sur un côté bon enfant quand même, pas sur le côté négatif. Un côté compétition, et en même temps, dans le donner à voir, fierté, littéralement, la fierté qu'on appelle phallique, c'est-à-dire, t'as vu ma collection. Alors ça, c'est dont on va parler tout à l'heure. Mais vraiment le côté, peut-être compétition bon enfant. Est-ce que vous êtes d'accord sur le bon enfant ou pas? Alors, bon enfant, oui, bon enfant, complètement. Les deux personnes qui sont là sont pour moi à la base des concurrents de vide-grenier, mais j'ai eu envie d'aller leur parler et du coup on est potes et on est tous les trois dans la même asso. Mais donc bon enfant, j'élargis un petit peu la chose. Regarde, dans cette convention là, je reviens un petit peu au cosplay, une meuf qui se déguise en Camille qui va dans la rue, on lui donne pas un quart d'heure. Ici, voilà, c'est bon enfant, elle risque rien ici. Donc, je crois que les gens qui composent notre milieu-là sont particulièrement bonnards. Je sais quoi, ça va être assez simple. Après, pour revenir à ce que tu disais, enfin ce que je disais, tu m'avais rebondi, par rapport à la compétition, je m'en passe rien. C'est pas une motivation, c'est l'inverse. J'adorerais faire les vide-greniers tout seul. Je sens pas d'excitation à doubler Anthony, à passer avant. Non, pas. Ouais, je pense que tu le ressens peut-être dans l'après-coup du coup. Non, mais moi non. Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Je sais bien que dans tous ceux qui font des greniers, il y a des gens qui sont tout à fait sains, qui font ça pour le plaisir et pour retrouver l'objet qui aura que le souvenir. Mais il y a aussi ceux qui me sortent par les yeux, c'est ceux qui vont jusqu'à chercher les boîtes encore sous blister pour dire moi j'ai l'objet sous blister, quel intérêt? Acheter le jeu c'est pour y jouer, je ne veux pas la. Alors il y a vraiment deux choses. Il y a la collection, il y a le rétro gamer qui a envie de jouer, mais il y a la collection qui sert juste à collectionner l'objet. Et du coup le but de la collection c'est pas l'objet, c'est la recherche. C'est vraiment ça qui est en jeu. C'est le fait de cette recherche et plus ou moins qu'elle soit infinie. Et il y a un psychanalyste qui disait une collection ça ne sert à rien sauf au désir. Et c'est vraiment ce qu'on disait. Et c'est dans ce sens-là où je dis que moi, le collectionneur, c'est vraiment celui qui a le mieux compris ce qui est en jeu dans cette société où on en met à désirer. C'est que oui, le fait de désirer un objet, c'est juste désirer un objet. C'est pas l'objet en question, puisque le collectionneur va continuer à chercher. Tu allais dire quelque chose, non? Non, c'est bon, ça a répondu. Donc ok, c'est bon. Oui. Après, moi, je pense qu'il y a aussi deux types de collectionneurs. Il y a le collectionneur plus que deux, je pense. qui est vraiment, lui, il faut tout en masse, Et tu as le collectionneur qui marche au coup de cœur.
qui marche vraiment avec une pièce qui lui donne un sentiment, qu'il faut ressentir quelque chose. Moi j'ai que des pièces chez moi, j'en ai pas des tonnes, mais tout ce que j'ai c'est quelque chose qui m'ont marqué dans mon enfance, qui m'ont donné une sensation, un plaisir, ou un plaisir on va dire, négatif dans le genre avec de la difficulté, mais ça me provoque un sentiment. C'est pas avoir pour avoir. Alors, si moi, listé ou pas, c'est pas grave, moi j'ai le jeu, mais il faut que ça me donne quelque chose, que ça me procure un plaisir. Alors moi, j'ai envie de dire que toute collection, elle est plus ou moins cadrée. C'est-à-dire que ça, il y a un domaine, des choses qu'on n'achète pas forcément, ou des choses qu'on achète. Donc ça rentre plus ou moins dans un cadre qui est plus ou moins large. Après, quand on commence à entasser tout et n'importe quoi, on rentre dans un phénomène qui est beaucoup plus pathologique, dans ce cas-là, qui peut aller jusqu'au syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est les personnes qui entassent, qui accumulent tellement de trucs dans leur appartement qu'ils dorment dans la rue. Donc là, on est dans le versant le plus pathologique, mais je pense que les collectionneurs de rétro ou de jeux ou de jouets que j'ai rencontrés rentrent pas du tout dans ce phénomène qui est plutôt rare. Oui. Oui. Tu as parlé de... À un moment, tu as sorti le terme phallique. Est-ce que je savais qu'il n'allait pas passer. Non, mais la collection, ça montre. Mais alors moi, je le comprends un peu avec une nuance. C'est en fait la collection d'un rétro gamer. C'est comme une fiche de personnage, c'est un sorte de statut au sein d'une communauté. C'est inscrit dans le lien social, on est d'accord. Et il suffit de rentrer chez un collectionneur, de regarder sa collection, on comprend à peu près quel type de joueur c'est. Et dans la communauté, ça nous permet un peu de nous mesurer, ou en tout cas de nous classer sur quel type de joueur on est. C'est comme regarder la bibliothèque de quelqu'un, regarder ses livres. Ça permet de savoir assez rapidement quel genre de personne ça peut être. Alors il y a un psychologue qui avait écrit un livre sur la maison et il s'était amusé à faire une expérience avec un journal, il rentrait chez les gens et il devait essayer de définir quelque chose par rapport à ce qu'il voyait des objets. Donc peut-être que moi j'essaierai un jour de rentrer chez quelqu'un qui a une collection et d'essayer de voir si je peux en dire quelque chose. À mon avis, je pense que je tomberai à côté de la plaque parce que ça ne se résume pas qu'à ça, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose, en tout cas ce serait une expérience intéressante à faire de ce point de vue-là. Alors il nous reste combien? Il nous reste moins de 5 minutes, alors on va... Oui, alors c'est réducteur, c'est une piste, un élément. Parce que chacun n'est pas qu'un lecteur, n'est pas qu'un gamer. On est une personne qui a une famille peut-être, des amis, une vie sociale, plusieurs passions, un travail. On est plein de choses. De notre communauté, voilà. Moi, ce que j'essaie de mettre en avant dans mes thérapies, c'est que vraiment, on n'est pas un seul truc. On n'est pas une seule chose, on est un ensemble d'eux. Vraiment. Donc on n'est pas qu'un collectionneur, on n'est pas qu'un gamer, on n'est pas qu'un danseur, on n'est pas qu'un chanteur, on est plein de choses. Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, allez, on passe à la suite, du coup, sinon j'ai plus le temps. Oui, donc on parlait de la quête qui était infinie, et que c'était un peu l'idée du truc. J'ai une personne qui est psychologue ou sociologue, je ne sais plus, qui parle de 4 caractéristiques du collectionneur. Le désir de la possession, le besoin d'activité spontanée, le fait de se surpasser et la tendance à classer. Alors ça c'est un truc qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui se retrouve chez l'enfant. Et surtout, ce que je voulais venir là-dedans, c'est le côté de la catégorisation. La catégorisation, c'est quelque chose qui, pour l'enfant qui est jeune et qui donc n'a pas d'emprise, il ne peut pas décider où il habite, il ne peut pas décider ce qu'il mange, il ne peut pas décider ce qu'il fait de son emploi du temps parce qu'il est obligé d'aller à l'école, il ne peut pas forcément décider où il va en vacances non plus parce que ses parents ne lui demandent pas forcément. Et donc, il a besoin de catégoriser, c'est-à-dire de créer un univers que lui maîtrise et qui les régit. Et ça, c'est le phénomène qui a été mis en avant par les psychologues à l'époque de Pokémon, en 96, sur Game Boy, le tout premier. Donc qui était à la base un jeu de rôle, mais où il y avait vraiment cette notion de catégorisation. Et pile poil, ça a été repris avec Pokémon Go, puisque c'est les anciens de Pokémon à l'époque et qui sont devenus plus ou moins adultes maintenant. Donc cette idée de catégorisation. C'est assez drôle parce que j'ai découvert, que je ne le savais pas, que Freud il possédait lui-même 2000 objets antiques. Donc il y a une passion qu'il a nourrie et qui pour lui cherchait plus ou moins à se servir d'antiquité pour réfléchir sur la psyché humaine, mais c'était plutôt un prétexte à mon avis, hein, et qu'il a commencé à 7 ans aussi. Donc il y a certains auteurs qui, comment dire ça poliment, fracassaient littéralement les collectionneurs, notamment les collectionneurs de jouets, en disant que c'est une question de la rétention d'objets et que ça avait un rapport au stade anal. Alors il y a plusieurs stades dans le développement de l'enfant, le stade oral, anal, sexuel et phallique. Donc bien évidemment, le rapport à l'analité, c'est le rapport celui de la rétention d'argent. Et on voit que c'est plutôt le contraire en fait. Les personnes qui collectionnent ont plutôt des dépenses assez conséquentes alors qu'il n'y a pas de profit. Et justement, la personne que je citais tout à l'heure disait que c'est une économie du profit, mais c'est pas une économie du profit, c'est une économie de la perte, la collection d'une manière générale, à part certains éventuellement qui essayent d'en faire leur business parce qu'ils connaissent vraiment les codes et qui revendent. Et je pense que les collectionneurs, c'est vraiment une question de perte d'argent. On n'en est pas là, donc cette hypothèse, à mon avis, n'est pas du tout valide.
Donc je pense que le fait de collectionner, c'est à part quelques cas de figure, c'est pas quelque chose qui est de l'addiction, c'est-à-dire c'est un plaisir, mais c'est pas forcément un besoin. Les personnes se sentent a priori pas forcément prisonniers de leur collection, et il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance a priori, donc c'est pas forcément une pathologie. Hein. Donc Gérard Bachmann, dont je parlais tout à l'heure, il disait que tous classifier la collection comme une pathologie perd tout son sens dans un monde désormais voué entièrement à la culture de l'objet. À partir du moment où on est rentré dans cette société capitaliste d'achat, dire que le collectionneur c'est pathologique, ça n'a plus de sens. Il fait juste de manière plus visible et assumée ce que les autres font. Après, ce qui va être pathologique, c'est l'excès, comme tout. On parlait de jeux vidéo l'année dernière de dépendance, c'est l'excès qui peut faire ça. Si vous dépensez l'équivalent de votre salaire plus votre loyer pour acheter un objet, on peut considérer que là, du coup, vous mettez en danger financièrement, donc là, c'est pathologique. Si vous avez tellement d'objets que vous n'avez plus de place pour poser le lit de votre enfant ou une table pour manger, là, c'est pathologique. Si vous passez 100% de votre temps à rechercher des objets, à les acheter, et que vous n'avez plus aucune vie sociale, que vous perdez votre compagne et qu'éventuellement vous perdez votre travail, là, on peut dire qu'on est dans la pathologie. Donc le comportement de collection en lui-même n'est pas pathologique, c'est l'excès éventuellement qui peut l'être. Il y avait alors une dernière, je suis en retard, oui je sais, je commence à être en retard à partir de maintenant. Donc une dernière distinction avant de s'arrêter, c'est Sacha Guitry qui était collectionneur qui disait il y a deux sortes de collectionneurs, celui qui cache ses trésors et celui qui les monte. On est placard, et lui était vitrine. Donc cette idée de collectionneur placard qui va plutôt introverti, qui va cacher sa collection dans quelque chose refermé sur soi-même, et le côté vitrine qui va exhiber sa collection, mais du coup dans une dimension un peu plus sociale, un peu plus de partage. Je vais terminer là-dessus et on va prendre quelques questions éventuellement si vous voulez, pour dire que d'une manière générale, cette quête de l'objet, il va maintenant s'exporter, alors j'essaie d'être pas trop pessimiste, vers les individus. Hein. C'est vraiment l'idée maintenant de la société postmoderne où on collectionne des êtres humains. C'est-à-dire sur Facebook, vous ajoutez des amis, vous les enlevez, vous les prenez, ils sont quand même des humains. Et sur Adopt un mec ou des applications de rencontres comme Tinder, on est vraiment dans l'objet où on jette les personnes. Donc on est dans une objectalisation de l'individu qui malheureusement, moi, commence à me faire un petit peu peur. Voilà pour mon propos, j'ai essayé d'arrêter à l'heure et on a quelques échanges, quelques questions, dites-moi. Quelques réactions à chaud. Je pense que tout à l'heure, c'est on dirait la console avec la. Je pense que c'est manqué d'intérêt. Par rapport à une console typée, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, il y a des consoles qui vont rien faire sur un bouton. J'ai pas des consoles qui vont faire quelque chose. Donc il y a vraiment le coup de cœur, là, le cœur qui s'accélère, hein, vraiment le coup de cœur sur l'objet. Oui. Pourquoi on est tous différents? Oui, naturellement. Mais ça, la logique du coup de cœur, c'est quelque chose qui se retrouve dans le collectionneur quand même, j'ai l'impression, hein, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais je pense que lui, c'est le coup de cœur. Oui. Il y a un tout petit truc aussi, là, si on fait un petit arrêt sur l'image et qu'on nous regarde, on se regarde, il n'y a que des mecs. Il n'y a pas une meuf là, il y en a une, elle est partie vite, tu vois, juste après le Elle a un cours de Bomberman, elle m'a dit. Alors elle a le droit. Mais il n'empêche que voilà, c'est dommage d'en tirer des conclusions, quoi. Le monde du rétro gaming, il n'est pas du tout que masculin, quoi. Il y a une grande part de nana là-dedans, et c'est dommage qu'elle ne soit pas représentée là, parce qu'elles existent. Alors sur les conférences des précédentes années, c'était beaucoup plus, on avait presque la parité, je pense. Ouais. C'est cette année-là, ce thème-là peut-être, ou le hasard. Je pense que ça a mis le point sur quelque chose, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs, moi j'en ai toujours connu, hein, depuis quand j'ai 16 ans, 17 ans. Dernière statistique, c'est 50-50, à peu près. 5% près, c'est 50-50. Après, on pourrait critiquer ces statistiques, comment ils ont été faites. Toujours. Mais en fait, c'est parce que dans les gamers, on met tous ceux qui jouent sur portable. Après, voilà, exactement. Mais effectivement, ce que tu dis est vrai, c'est que, par exemple, dans le monde des collectionneurs, rétro-gamers, pas des rétro-gamers, en fait, les filles qui collectionnent, il y en a beaucoup moins. Et surtout, quand elles collectionnent et qu'elles ont une collection, elles la montrent très rarement. Collectionneur placard. Ouais, voilà. Ils sont plus placardisés. Ce sera intéressant, du coup, c'est une piste de réflexion pour moi, de savoir s'il y a une dimension, la dimension vitrine dont on parlait, est plus présente chez les hommes que chez les femmes. Moi, je pense, d'après mes conclusions, mes observations, je pense. Vos deux femmes jouent. Tes cousines lui ont créé 17 000 photos de sa cousine, ce qu'elle trouve. Elle n'a pas de collection. De sa collection. C'est gardé derrière. De la personne. Enfin bref. Ouais, enfin, les femmes ont une grande place. Ouais, mais peut-être qu'elles coupent différemment. Surtout quand
on est quand même macho. C'est-à-dire vous avez fait une conférence, je me rappelle, le machisme chez les gars. je parlais de misogynie qui était présente. Et encore, alors, une des conclusions. Voilà, une des conclusions que j'avais dit, c'est que le machisme, la misogynie chez les gamers, c'était une minorité, mais que c'était une minorité très visible et bruyante. C'est dans ce sens-là où je l'avais dit. Donc c'est pas la majorité, hein, c'est dans ce sens-là où je l'avais dit. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les conférences des années précédentes et que ça pourrait intéresser, elles sont plus ou moins toutes sur mon site internet, donc jeanpaulsantoro.fr, et sur ma page Facebook pro, Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien. Je vous laisse ici ma carte si vous voulez la prendre, donc avec l'adresse de mon cabinet à Draguignan, mais il y a l'adresse de mon site et mon mail s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez besoin pour une conférence, une intervention, n'hésitez pas. Pour les personnes qui sont intéressées, donc je suis sur Draguignan pour les thérapies, mais je fais aussi des thérapies par Skype si c'est adapté à la demande. Donc c'est quelque chose qui est aussi possible. Et pour les curieux, j'ai fait quelques exemplaires d'un petit bout de la Madeleine de Proust, l'original dont je parlais, pour voir si... Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à prendre les copies. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence et je vous dis peut-être à l'année prochaine ou sur un autre événement. Merci beaucoup.